Imaginez un monde où chaque couteau rouille en une semaine, où les instruments chirurgicaux se corrodent en pleine opération, où les avions s'écrasent parce que la corrosion dévore leurs pièces, et où les villes se noient dans leurs déchets parce que les canalisations pourrissent plus vite qu'on ne peut les remplacer. Cela ressemble à un cauchemar post-apocalyptique, et pourtant, c'est exactement à cela que ressemblerait notre monde, sans une pierre grise et terne, que la plupart des gens n'ont jamais vue, et dont ils n'ont même jamais entendu parler. Le minerai de nickel, un matériau qui a fait sa révolution en silence, sans tambour ni trompette, mais qui a transformé absolument tout autour de nous. Sans lui, pas d'acier inoxydable, et donc pas de civilisation moderne. Commençons par le fait que le nickel est un métal qui, en lui-même, n'a rien de particulièrement impressionnant. Blanc argenté avec une légère teinte jaunâtre, semblable au fer ou à l'acier ordinaire. Mais sa capacité à transformer les propriétés d'autres métaux, voilà son véritable super pouvoir. Ajoutez seulement 8 à 10% de nickel à l'acier, et celui-ci cesse soudain de rouiller. Complètement. Vous pouvez le tremper dans l'eau, dans l'acide, le laisser dans l'eau de mer pendant des années. Rien. Cette propriété est tellement révolutionnaire qu'il est difficile d'en mesurer l'importance. Le minerai de nickel ressemble à une roche quelconque, verdâtre, brunâtre ou rougeâtre selon le type. Les types les plus courants sont les minerais latéritiques et les minerais sulfurés. Les latérites se forment sous les tropiques, où les pluies lessivent les roches de tout, sauf du nickel et du fer. On obtient une masse argileuse brun-rouge, rappelant la brique. Les minerais sulfurés apparaissent plus sombres, avec un éclat métallique, et contiennent souvent du cuivre en plus du nickel. La teneur en nickel du minerai est généralement dérisoire, de 0,5 à 3%. Cela signifie qu'une tonne de minerai ne livre que 5 à 30 kg de nickel. Le reste, de la roche stérile, du fer, du magnésium, du silicium et d'autres éléments. L'extraction du nickel exige donc des volumes colossaux. Pour obtenir 1000 tonnes de nickel, il faut traiter quelques 50 à 100 000 tonnes de minerai. Les principaux gisements se trouvent en Indonésie, aux Philippines, en Nouvelle-Calédonie, au Canada et en Australie. L'Indonésie domine actuellement la production, près de 40% de l'offre mondiale. Les gisements canadiens de la région de Sudbury comptent parmi les minerais sulfurés les plus riches. Ils se sont formés il y a des milliards d'années lors de l'impact d'un météorite géant qui a fait fondre les roches et créé des conditions géologiques exceptionnelles. L'extraction du minerai de nickel s'effectue aussi bien dans des carrières à ciel ouvert que dans des mines souterraines. Les minerais latéritiques se trouvent généralement près de la surface et sont extraits par d'énormes excavateurs. Les carrières atteignent plusieurs centaines de mètres de profondeur et des kilomètres de largeur. Chaque jour, des dizaines de milliers de tonnes de roches sont extraites. Des camions-bennes de la taille d'un immeuble de 2 étages transportent sans relâche le minerai vers les usines de traitement. Les minerais sulfurés gisent souvent plus profondément, entre quelques centaines de mètres et 2 km de profondeur. Les galeries s'enfoncent dans les entrailles de la Terre, où la température atteint 40 à 50 degrés Celsius. Une ventilation et un refroidissement puissants sont indispensables, sans quoi les mineurs ne survivraient pas. Le minerai est abattu à l'explosif, chargé dans des camions souterrains ou sur des convoyeurs, puis remonté à la surface. Le traitement des minerais latéritiques relève de la pyrométallurgie, c'est-à-dire des procédés à haute température. Le minerai est séché, broyé puis chargé dans des fours rotatifs ou des fours électriques, où il est chauffé à des températures avoisinant 1500 degrés Celsius. À de telles températures, le nickel est réduit à partir des oxydes et s'allie au fer, formant du ferronickel, un alliage contenant de 10 à 25% de nickel. Ce ferronickel peut être directement ajouté à l'acier sans purification supplémentaire.
On peut aussi recourir à l'hydrométallurgie. Le minerai est traité par de l'acide sulfurique chaud sous pression à une température de 250 degrés Celsius. Le nickel se dissout, puis on le précipite de la solution sous forme d'hydroxyde ou de carbonate, on le calcine pour obtenir de l'oxyde de nickel, que l'on réduit ensuite en métal. Les minerais sulfurés sont traités différemment. D'abord, le minerai est enrichi par flottation. On le broie en poudre fine, on le mélange avec de l'eau et des réactifs spéciaux, puis on y insuffle de l'air. Les particules de sulfure de nickel et de cuivre adhèrent aux bulles et remontent dans la mousse, tandis que la gangue stérile se dépose. Ensuite, le concentré est fondu dans des fours à 1200 ou 1300 degrés. On obtient une matte, un alliage de sulfure de nickel, de cuivre et de fer. Cette matte est soufflée à l'oxygène dans un convertisseur, oxydant et éliminant le fer et le soufre. Après plusieurs étapes de conversion, on obtient la matte de nickel, un mélange de sulfure de nickel et de cuivre avec un minimum d'impuretés. Elle est ensuite envoyée au raffinage. Le raffinage du nickel constitue l'étape suivante. L'une des méthodes employées est le raffinage électrolytique. La matte de nickel est dissoute dans un acide. La solution est purifiée des impuretés, puis elle traverse des cuves électrolytiques. Le nickel se dépose sur les cathodes sous forme de plaques pures, atteignant une pureté de 99,9% et plus. L'autre méthode est le procédé Monde, où le nickel est d'abord transformé en tétracarbonyle de nickel gazeux, puis décomposé par chauffage pour obtenir de la poudre ou des granulés de nickel pur. Chaque année, environ 3 millions de tonnes de nickel sont produites dans le monde. Près de 70% de cette production sont destinés à la fabrication d'acier inoxydable. Le reste est utilisé pour l'alliage d'autres aciers, la production d'alliages, les revêtements galvaniques, les batteries de véhicules électriques. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. L'acier inoxydable. L'acier inoxydable a été inventé au début du XXe siècle, presque simultanément dans plusieurs pays. L'anglais Harry Brearley, en 1913, expérimentait des alliages pour canons de fusil et obtint par hasard un acier qui ne rouillait pas. Les Allemands et les Français travaillaient également sur des alliages similaires. La formule de base s'est révélée simple. Du fer additionné d'au moins 10 à 12% de chrome, souvent complété par 8 à 10% de nickel. Le chrome forme à la surface de l'acier une fine pellicule invisible d'oxyde de chrome qui protège le métal de la corrosion. Mais l'acier chromé sans nickel reste fragile et sujet aux fissures. Le nickel le rend plastique, résistant, capable d'encaisser les chocs. La combinaison du chrome et du nickel produit un matériau qui allie la solidité de l'acier ordinaire à la résistance à la corrosion des métaux nobles. Le type d'acier inoxydable le plus populaire est l'acier austenitique de type 304, qui contient 18% de chrome et 8% de nickel. On l'utilise partout, des ustensiles de cuisine et éviers aux réacteurs chimiques et coques de navires. L'acier 316, enrichi en molybdène, résiste encore mieux aux environnements agressifs, eau de mer, acide, chlorure. On en fait des équipements pour l'industrie agroalimentaire et pharmaceutique, des implants médicaux, des pièces pour plateformes offshore. Sans l'acier inoxydable, la médecine moderne n'existerait pas. Instruments chirurgicaux, aiguilles, endoscopes, implants. Tout cela, c'est de l'acier inoxydable. Imaginez une opération avec des instruments qui rouillent, infection, contamination, décès de patients. Ou l'industrie alimentaire, avec des équipements qui se corrodent et contaminent les produits. Ou encore des usines chimiques où les réacteurs sont rongés par les acides en quelques mois.
Chaque année, des milliards de personnes dans le monde effleurent du verre, sans se douter qu'un métal si tendre qu'on peut le couper au couteau œuvre sous leurs doigts. Un métal sans lequel notre civilisation moderne deviendrait tout simplement aveugle. Comment cet élément presque ludique, si malléable, en est-il venu à commander smartphones, distributeurs automatiques et écrans géants? Pourquoi l'extrait-on littéralement des déchets, gramme par gramme à partir de tonnes de minerais? Et pourquoi ce métal est-il déjà considéré comme une bombe à retardement pour toute l'électronique? Il y a là quelque chose dont les fabricants d'écrans ne parlent presque jamais. Restez avec nous jusqu'au bout. Vous découvrirez quel composant invisible pourrait un jour rendre n'importe quel écran tout simplement mort. L'indium, une véritable beauté argentée parmi les métaux, tendre comme du beurre, qu'on peut trancher au couteau, et qui fond déjà à 156 degrés. Dans la nature, ce type rare se planque comme un invité indésirable dans les minerais de zinc et de plomb, qui recèlent 60% des réserves mondiales. Et on le trouve aussi dans les gisements de cuivre, bien que plus rarement. Chaque année, le monde en extrait près de 1000 tonnes, et 90% de cette production proviennent de Chine, de Corée du Sud et du Japon, où des usines géantes l'extraitent par tonnes. Le prix pique de 500 à 700 $ le kilo de métal pur, car les gisements ne sont pas éternels. C'est en Chine qu'on trouve le plus d'indium, avec 70% de la production mondiale. Mais on en cherche aussi au Pérou, au Canada et en Australie, où les mines tournent à plein régime. Le processus lui-même relève du bonus annexe. D'une tonne de minerai de zinc, on n'extrait que 100 grammes d'indium, comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Le métal est ensuite extrait par électrolyse dans des bains brûlants ou par évaporation, transformant le minerai brut en lingots étincelants. Ce métal malléable est la clé de vos écrans et sa pénurie pousse déjà le monde à chercher des alternatives. L'oxyde d'indium dopé à l'étain, c'est une véritable magie invisible qui a bouleversé le monde de l'électronique. Une couche transparente d'une finesse extrême qui laisse passer la lumière tout en conduisant l'électricité. Un vrai tour de passe-passe sur l'écran de votre téléphone. Elle se compose de 90% d'oxyde d'indium, mélangé à 10% d'étain. Et tout ce cocktail est déposé en une pellicule si ténue qu'elle n'atteint que 100 à 200 nanomètres d'épaisseur, soit 1000 fois plus fine qu'un cheveu humain. Cette couche est comme une toile d'araignée immatérielle. L'œil ne la voit pas, mais les doigts la perçoivent instantanément. L'indium le rend transparent à 90% pour que l'écran brille de mille feux, tandis que l'étain ajoute la conductivité nécessaire à une réactivité fulgurante. Sans ce prodige, ton écran tactile resterait aussi sourd à tes doigts qu'un bloc de pierre. C'est précisément grâce à ce conducteur invisible, né d'un métal tendre, que chaque smartphone, télévision tactile ou distributeur automatique sait où tu poses le doigt. La fabrication de ce conducteur transparent à base d'indium et d'étain relève d'un véritable art high-tech. Chaque étape transforme un vulgaire morceau de verre ou de plastique en peau sensible de tes appareils. Dans d'immenses chambres à vide, dans l'obscurité et le silence, naît un film invisible, plus fin qu'un souffle, mais plus résistant que l'acier. Le processus commence par la pulvérisation cathodique magnétron, la méthode la plus répandue dans les usines Samsung, LG et autres géants de l'électronique. Tout se passe dans des chambres à vide spéciales, grandes comme une pièce, où la pression est plus basse que dans l'espace. On prend une cible métallique, un alliage d'indium et d'étain, semblable à un disque brillant d'un demi-mètre de diamètre. Cette cible est bombardée par des ions d'argon qui jaillissent d'un canon à plasma à la vitesse de balle. Sous l'impact, les atomes d'indium et d'étain se détachent de la surface, tels des éclaboussures d'une pierre lancée dans une rivière, et se déposent sur du verre ou un substrat plastique qui avance lentement sur un convoyeur.
Un champ magnétique près de la cible maintient le plasma stable, afin que la couche se dépose uniformément, sans bulle ni irrégularité. La température dans la chambre se maintient autour de 200 degrés et l'ensemble du processus pour une feuille de verre prend une dizaine de minutes. Le résultat, un film ultra fin de 200 nanomètres d'épaisseur, invisible mais déjà conducteur. Ce film brut n'est pas encore prêt à l'emploi. Il est amorphe comme du miel fondu et conduit mal le courant. C'est pourquoi le verre avec sa couche nouvellement formée est envoyé au four pour un traitement thermique. La température est élevée progressivement jusqu'à 300 degrés, sur 1 heure, afin que le film cristallise. Les atomes d'indium et d'étain s'organisent en un réseau cubique parfait, un état où les électrons circulent librement, comme des poissons dans un étang. L'étain, pendant ce temps, s'intègre à la structure de l'oxyde d'indium, remplaçant une de ses mailles sur 10 et créant des électrons donneurs pour la conductivité. Après refroidissement, la couche acquiert une transparence brillante et une sensibilité remarquable, prête à réagir au moindre effleurement. Cette étape s'avère cruciale. Une surchauffe provoque des fissures. Un chauffage insuffisant laisse la pellicule non conductrice. La touche finale, la gravure laser, qui crée le maillage des zones tactiles. Un laser puissant, opérant dans l'ultraviolet, parcourt la surface avec une précision micrométrique, vaporisant d'étroites bandes de pellicule. Naissent alors des électrodes invisibles, lignes horizontales et verticales qui transforment la couche continue en matrice. Chaque intersection forme un pixel que le contrôleur d'écran peut lire individuellement. Le laser opère à la vitesse de l'éclair, laissant des sillons d'une propreté parfaite, larges de 10 micromètres à peine, imperceptibles à l'œil nu. Après la gravure, la surface est à nouveau nettoyée aux ultrasons et recouverte d'une couche protectrice, tantôt en silicone, tantôt en carbure, pour résister à des milliers de contacts. 90% de cette merveille technologique est destinée aux écrans, smartphones, téléviseurs, tablettes, ordinateurs portables. Chaque nouvel iPhone ou Galaxy nécessite une dizaine de grammes d'indium pour son écran. Et des millions d'appareils engloutissent chaque année des milliers de tonnes de ce métal. Il ne reste que 5% pour les panneaux solaires, où cette même couche sert de contact transparent, laissant passer la lumière vers les cellules photovoltaïques. La seule différence réside dans l'échelle. Pour les panneaux, l'ITO est déposé sur des plaques d'1 mètre et non sur des écrans de quelques centimètres. Sans indium, les véritables alternatives n'existent tout simplement pas. Tout se contente de substituer coûte les yeux de la tête ou fait piètre figure en termes de qualité. Le graphène sonne cool, comme le métal du futur, mais coûte le prix d'un billet d'avion pour l'espace, et sa transparence laisse encore à désirer. Un écran au graphène paraît trouble comme du verre dépoli. L'argent conduit l'électricité comme un dieu, mais noircit vite au contact de l'air, s'oxyde et ne laisse passer que 70% de la lumière au lieu de 90%. Le conducteur plastique, moins cher et flexible, ne supporte pas la chaleur. Après 6 mois d'utilisation au soleil ou en voiture, il craque comme un vieux journal et perd sa sensibilité. Apple, Samsung, LG. Ce trio accapare 70% de tout l'indium de la planète. Et ce sont eux qui les premiers nous le diraient s'ils trouvaient un remplaçant. Leurs écrans représentent des milliards de dollars, et le marché des conducteurs transparents tourne autour d'1 milliard par an. Chaque nouvel iPhone ou Galaxy vole des grammes de ce métal, tandis que des millions de téléviseurs LG en engloutissent des tonnes. Sans indium, il faudrait soit payer 3 fois plus cher nos écrans, soit revenir au Nokia à touche.
Si je vous disais que chaque litre d'essence contient des traces de vie qui existaient sur Terre il y a des millions d'années, et que sans elles, le monde moderne s'arrêterait tout simplement. Chaque année, l'humanité brûle l'énergie née de plantes préhistoriques, de plancton et de créatures disparues bien avant l'apparition de l'homme. Pourtant, presque personne ne sait comment ce mélange noir et boueux, extrait à des kilomètres de profondeur, se transforme en liquide transparent, capable de faire tourner des milliards de moteurs. À l'intérieur des raffineries se déroulent des processus qui ressemblent à un chaos maîtrisé. Des températures infernales, des pressions qui déchirent le métal et des molécules qu'on brise puis réassemble. Et si vous restez avec nous jusqu'au bout, vous découvrirez quelle étape de la fabrication de l'essence détermine réellement si votre voiture démarrera ou non. Tout commence avec le pétrole brut, extrait du sous-sol à des profondeurs pouvant atteindre plusieurs kilomètres. Ce pétrole n'est pas une substance homogène, mais un mélange complexe de milliers d'hydrocarbures différents, formés durant des millions d'années à partir de restes d'organismes anciens. Imaginez, les dinosaures, les plantes préhistoriques et le plancton se sont transformés sous l'effet de la pression et de la température, en ce qui fait aujourd'hui tourner notre civilisation moderne. Incroyable, n'est-ce pas? Lorsqu'on l'extrait, le pétrole présente des aspects différents selon le gisement. Il peut être presque noir et épais comme de la mélasse, ou bien plus clair et fluide. Il contient un mélange de molécules de taille variée, depuis de minuscules gaz jusqu'à d'énormes composants lourds. Et la mission d'une raffinerie, c'est justement de séparer tout ce mélange en produits utiles, dont l'essence fait partie. La première et la plus importante étape s'appelle la distillation fractionnée. Le pétrole est pompé dans une immense tour verticale qui peut atteindre la hauteur d'un immeuble de 15 étages. Cette tour s'appelle colonne de rectification et elle fonctionne selon un principe simple. Différentes substances bouillent à différentes températures. D'abord, le pétrole est chauffé à environ 400 degrés Celsius dans un four spécialisé. À cette température, la plupart des composants du pétrole se transforment en vapeur. Ce mélange de vapeur brûlante est introduit dans la partie inférieure de la colonne de rectification. À l'intérieur de la tour sont installés des dizaines de plateaux horizontaux à différentes hauteurs. Et c'est là que commence la véritable magie de la séparation. Lorsque la vapeur chaude s'élève dans la colonne, elle se refroidit progressivement. À chaque niveau, la température est légèrement plus basse que celle du précédent. Les molécules lourdes, dont les points d'ébullition sont élevés, se condensent les premières, en bas de la colonne, là où il fait encore très chaud. Les molécules plus légères continuent de monter jusqu'à atteindre le niveau correspondant à leur température de condensation. Elles s'y transforment alors en liquide et sont recueillies sur les plateaux appropriés. Les gaz les plus légers, comme le propane et le butane, traversent toute la tour et sortent par le sommet à des températures voisines de 30 degrés. Un peu plus bas, entre 65 et 200 degrés, on récupère la fraction essence. Ce sont ces molécules qui nous intéressent. Plus bas encore, à des températures inférieures, on obtient le kérosène et le gazole. Et tout en bas, reste le fioul lourd destiné aux navires, ainsi que la matière première pour l'asphalte. Mais voici le hic. Si l'on se contente de fractionner le pétrole brut, on n'obtient pas beaucoup d'essence, environ 15 ou 20% du volume total. Or, la demande d'essence est colossale, bien supérieure à sa teneur naturelle dans le pétrole. Les raffineurs ont donc imaginé une astuce pour en produire davantage à partir de ce qu'ils ont, un procédé appelé craquage. Le craquage consiste à briser de grosses molécules lourdes en molécules plus petites, adaptées à l'essence. Plusieurs méthodes existent. Le craquage thermique chauffe simplement le pétrole lourd à des températures extrêmes d'environ 500 degrés sous haute pression. Dans ces conditions,
les longues chaînes d'atomes de carbone se fragmentent littéralement en morceaux plus courts. Une méthode encore plus efficace, le craquage catalytique. On utilise ici des substances spéciales, les catalyseurs, généralement des aluminosilicates, qui accélèrent les réactions chimiques sans avoir à chauffer à des températures aussi folles. On mélange le pétrole lourd avec une poudre chaude de catalyseur à des températures proches de 1000 degrés, et les molécules se scindent bien plus rapidement et efficacement. Après la réaction, le catalyseur est régénéré et réutilisé encore et encore. Il existe également l'hydrocraquage, où l'on ajoute, outre la haute température et le catalyseur, de l'hydrogène sous pression, jusqu'à 1 tonne, voire 1,5 tonnes par pouce carré. L'hydrogène aide à nettoyer les molécules en éliminant le soufre et l'azote, qui peuvent être nocifs. Ce procédé donne l'essence la plus pure et de la meilleure qualité. Mais même après toutes ces transformations, l'essence n'est pas encore prête à rejoindre votre réservoir. Il faut améliorer ses propriétés par des procédés appelés reformage et alkylation. Le reformage modifie la structure des molécules d'essence, augmentant son indice d'octane, l'indicateur de la résistance du carburant à la détonation dans le moteur. Une essence à faible indice d'octane peut s'auto-enflammer dans les cylindres du moteur, de manière intempestive, provoquant un cliquetis susceptible d'endommager le bloc moteur. Lors du reformage, les molécules d'essence traversent une série de réacteurs équipés de catalyseurs au platine à une température avoisinant les 500 degrés. Là, les chaînes droites d'atomes se réorganisent en structures ramifiées et en molécules cycliques, qui présentent un indice d'octane plus élevé. Autrefois, on ajoutait du plomb pour augmenter l'octane, mais on a découvert qu'il était toxique et polluait l'environnement, si bien qu'on y a renoncé dès les années 1990. L'alkylation est un procédé qui permet de combiner de petites molécules en molécules plus grandes, parfaitement adaptées à l'essence. On prend des gaz légers issus du craquage, que l'on fait réagir en présence d'acides puissants pour obtenir des molécules de la taille idéale à indice d'octane élevé. C'est un procédé coûteux, mais qui fournit les composants des essences premium. Après toutes ces transformations, différents flux d'essence sont mélangés dans des proportions précises pour obtenir le produit final aux caractéristiques recherchées. On ajoute encore au mélange toute une série d'additifs, des substances qui améliorent diverses propriétés. Les détergents nettoient le moteur des dépôts. Les antioxydants empêchent l'essence de se dégrader pendant le stockage. Les inhibiteurs de corrosion protègent le système d'alimentation de la rouille. On ajoute des colorants pour pouvoir distinguer visuellement les différents types d'essence. Dans de nombreux pays, on ajoute obligatoirement de l'éthanol à l'essence, un alcool fabriqué à partir de maïs ou de canne à sucre. Il représente généralement 10% du volume, parfois davantage. L'éthanol augmente l'indice d'octane et est considéré comme plus écologique, car il provient de sources renouvelables. Bien que l'on débatte encore de ses véritables bénéfices environnementaux, compte tenu de toute l'énergie dépensée pour cultiver la matière première. Il est intéressant de noter qu'à partir d'un baril de pétrole brut de 160 litres, on obtient environ 20 litres d'essence, auxquels s'ajoutent le diesel, le kérosène, les lubrifiants et d'autres produits. Rien ne se perd, même les gaz produits au cours du processus sont brûlés pour chauffer la raffinerie elle-même ou transformés en d'autres substances utiles. Une raffinerie moderne, c'est une véritable cité de tuyaux, de tours, de réacteurs et de réservoirs qui peut s'étendre sur plusieurs kilomètres carrés. L'ensemble du complexe est piloté par ordinateur, surveillant simultanément des milliers de paramètres. Température, pression,
Débit des flux, composition des produits. Une erreur de réglage peut coûter des millions de dollars, voire provoquer un accident. Les normes environnementales se durcissent sans cesse. Aussi, les raffineries se modernisent-elles en permanence, installant de nouveaux équipements de traitement des émissions et réduisant leur consommation d'énergie. La production d'essence est devenue bien plus propre qu'il y a 30 ou 40 ans, même si elle reste très énergivore et continue d'avoir un impact sur l'environnement. Tout ce système complexe existe pour une seule raison: vous permettre de vous arrêter à une station-service, d'insérer le pistolet dans votre réservoir et de faire le plein en quelques minutes. Derrière ces quelques minutes se cachent des géologues qui cherchent le pétrole, des ingénieurs qui conçoivent les puits et les raffineries, des chimistes qui développent les catalyseurs et les additifs, des techniciens qui assurent le bon fonctionnement des équipements, des chauffeurs qui livrent le carburant. Une industrie mondiale qui fonctionne 24 heures sur 24 pour que le monde continue d'avancer. Et même si l'on parle beaucoup aujourd'hui de voitures électriques et d'énergie renouvelable, l'essence restera encore longtemps le carburant principal pour des milliards de véhicules à travers le monde. C'est le fruit d'un siècle de réflexion technique, de recherche chimique et d'innovation technologique. La transformation d'une matière organique millénaire en énergie moderne. Chaque année, l'humanité extrait plus de 300 000 tonnes d'étain, un métal qui a transformé l'histoire aussi profondément que l'électricité ou Internet. Imaginez, quelques grammes de ce métal à l'intérieur de votre téléphone maintiennent ensemble des milliers de contacts microscopiques. Et maintenant, imaginez que sans l'étain, l'âge du bronze n'aurait jamais existé. Mais il y a un secret que l'industrie dissimule soigneusement. Ne manquez pas la suite. Vous découvrirez un fait sur l'étain qui bouleversera votre vision de l'électronique moderne. L'étain n'est pas qu'un simple effet de mode. C'est un métal à l'histoire millénaire, profondément ancré dans le temps. Sa découverte fut une véritable révolution qui modifia à jamais le cours de la civilisation humaine, inaugurant ce que l'on nomme l'âge du bronze. Imaginez, les anciens artisans avaient appris à extraire le cuivre et à en fabriquer des outils. Mais le cuivre était trop tendre. Et voilà que, par hasard ou par expérimentation, ils découvrirent qu'en ajoutant au cuivre fondu un peu d'un autre métal alors inconnu, l'étain, l'alliage devenait incroyablement résistant, dur, plus facile à couler et gardait bien mieux son tranchant. Ce métal, c'était l'étain. L'alliage de cuivre et d'étain prit le nom de bronze. Épée, bouclier, outils, parures en bronze. Tout cela devint soudain accessible, conférant aux civilisations anciennes un avantage considérable. Ce fut un véritable bond technologique qui transforma la guerre, l'agriculture et les arts. L'étain devint si précieux qu'on se battit pour ses gisements, et les routes commerciales menant aux mines d'étain, comme celle de Cornouailles en Grande-Bretagne, revêtaient une importance capitale. Au fil des siècles, l'étain conserva sa valeur. On l'utilisa comme revêtement protecteur contre la corrosion. Le fer blanc, cette fine feuille d'acier étamé dont on fit les boîtes de conserve, en est l'exemple parfait. Il servit aussi à fabriquer des soudures tendres pour assembler les métaux, à produire des miroirs et même à créer des tuyaux d'orgue et des pièces de monnaie. Mais sa véritable renaissance survint au XXe siècle, avec l'avènement de l'électronique. Plus de 50% de la consommation mondiale d'étain revient désormais à ce secteur. Les soudures.
Voilà son rôle principal. Votre ordinateur, votre smartphone, votre télévision. À l'intérieur, des milliers de composants électriques sont reliés entre eux. Ces connexions sont réalisées grâce à la soudure, le plus souvent un alliage d'étain et d'autres métaux. Par exemple, du plomb autrefois, aujourd'hui principalement du cuivre, de l'argent ou du nickel. L'étain convient parfaitement aux soudures, car il possède un point de fusion relativement bas, ce qui permet de le fondre facilement et de former des connexions sans endommager les composants électroniques sensibles. De plus, l'étain mouille les métaux, c'est-à-dire qu'il s'étale aisément sur la surface en créant une liaison électrique et mécanique solide. Il offre également une bonne conductivité électrique et résiste à la corrosion. L'électronique moderne utilise ce que l'on appelle des soudures sans plomb, ce qui constitue une avancée majeure pour l'environnement. L'étain est le composant principal de ces alliages. Sans connexion soudée fiable, toute l'architecture complexe des circuits intégrés s'effondrerait tout simplement, et votre appareil ne serait plus qu'un amas de composants inutiles. L'étain sert à recouvrir d'autres métaux, notamment le cuivre, sur les circuits imprimés. Cela protège les pistes de cuivre de l'oxydation et facilite le processus de soudure. On l'utilise également pour revêtir les connecteurs, ce qui améliore leur conductivité électrique et leur résistance à la corrosion. L'étain n'est pas un élément très abondant dans la croûte terrestre. Son principal minéral est la cassitérite, c'est-à-dire l'oxyde d'étain. C'est un minéral assez dense, que l'on trouve souvent dans des gisements alluvionnaires, ce qui signifie qu'il peut être extrait des sédiments fluviaux ou d'anciens rivages marins. Plus de 70% de la production mondiale d'étain est concentrée dans 4 pays d'Asie du Sud-Est et d'Amérique du Sud: la Chine, l'Indonésie, le Myanmar et le Pérou. Cela rend le marché de l'étain particulièrement sensible aux événements politiques et économiques dans ces régions. L'extraction de l'étain commence par la phase d'exploration. Les géologues, armés de technologies modernes, mènent des études, des forages et des analyses d'échantillons de sol et de roches afin de localiser les gisements où la concentration de cassitérite est suffisamment élevée pour permettre une exploitation économiquement rentable. Une fois le gisement identifié, son exploitation débute et peut emprunter 2 voies principales selon le type de gisement. La première, et la plus courante, consiste à extraire l'étain des gisements alluviaux. Imaginez, pendant des millions d'années, la cassitérite, arrachée aux roches-mères par l'eau et l'érosion, s'est accumulée dans les lits des rivières, au fond des lacs ou sur d'anciennes berges marines. Il se déposait comme du sable sous forme de placers. L'extraction de ces gisements est souvent moins complexe que celle des mines souterraines. On y utilise d'immenses dragues, de véritables usines flottantes qui aspirent des tonnes de terre et de gravier au fond des cours d'eau. Ou encore des monitors hydrauliques, de puissants jets d'eau sous haute pression qui lessivent les sols des berges ou des flancs de collines contenant de la cassitérite. La masse de roches ainsi délayée passe ensuite par un enrichissement primaire, où des méthodes gravitationnelles, exploitant la différence de densité, séparent la cassitérite de la gangue plus légère. C'est l'équivalent industriel de l'orpaillage, mais à une échelle gigantesque. La seconde méthode consiste à extraire le minerai de gisement primaire, où la cassitérite se trouve directement dans la roche dure. On y exploite alors des mines souterraines traditionnelles, comme pour l'extraction d'autres métaux. Les mineurs forent des tunnels et des trous de mine dans la roche, utilisent des explosifs pour fragmenter le filon, puis des chargeuses récupèrent le minerai et le remontent en surface. Cette extraction est plus coûteuse et complexe, nécessitant un équipement puissant
et le respect de protocoles de sécurité rigoureux. Après l'extraction, le minerai, quelle que soit son origine, est acheminé vers l'usine de traitement. Il y est d'abord concassé, puis broyé en une poudre très fine dans des broyeurs, afin de libérer les cristaux de cassitérite de la roche environnante. Différentes méthodes d'enrichissement sont ensuite appliquées. La première méthode est la séparation par gravité. La cassitérite étant un minéral relativement dense, on la sépare des minéraux plus légers à l'aide d'eau. Cette opération peut s'effectuer sur des cribles vibrants, des tables à secousses ou des séparateurs en spirale. La deuxième méthode est la flottation. Pour enrichir davantage le minerai ou séparer la cassitérite d'autres minéraux, on utilise parfois la flottation. La cassitérite adhère sélectivement aux bulles d'air et remonte à la surface sous forme de mousse. Au terme de tous ces procédés, on obtient un concentré d'étain contenant plus de 50% de cassitérite, voire davantage. Ce concentré est ensuite acheminé vers une usine métallurgique pour produire de l'étain métallique pur. Là, le concentré, qui est un oxyde d'étain, est mélangé avec du charbon, qui joue le rôle de réducteur, et des fondants. Les fondants sont des substances qui facilitent la séparation des impuretés. Ce mélange est chauffé dans des fours spéciaux à des températures élevées, généralement autour de 1300 degrés Celsius. À ces températures, le carbone capte l'oxygène de l'oxyde d'étain, libérant ainsi l'étain métallique pur, qui fond et s'écoule au fond du four. Le plomb brut fondu obtenu contient encore des impuretés d'autres métaux. Il passe donc par une étape cruciale supplémentaire, le raffinage. Il peut s'agir d'une purification thermique, où le plomb est chauffé à des températures précises pour que les autres métaux se séparent ou remontent à la surface. Ou plus fréquemment, d'un raffinage électrolytique qui permet d'atteindre une très haute pureté de l'étain. Une haute pureté, c'est-à-dire quasiment 100% dans ce cas, vous imaginez ? Cela s'avère absolument essentiel, en particulier pour l'industrie électronique, où les moindres impuretés peuvent affecter la conductivité électrique et la fiabilité des composants. Chaque année, le monde consomme plus de 200 millions de tonnes de métaux, mais il en existe un qui est presque impossible à détruire. Pourquoi un petit cube pesant à peine plus qu'une boîte d'allumettes tire-t-il la main vers le bas, comme s'il s'agissait d'un fragment de trou noir ? Et comment un matériau qui ne fond qu'à 3400 degrés influence-t-il l'armement, l'électronique et même la géopolitique mondiale ? Voici l'histoire du tungstène, le métal qui change la donne. Regarde jusqu'au bout. Je révélerai un fait sur le tungstène que même certains fabricants dissimulent. Le tungstène est l'un des métaux les plus lourds que nous ayons. Sa densité dépasse celle du plomb, se rapproche de celle de l'or et ne le cède que légèrement à l'osmium, le champion toute catégorie des poids lourds. Dans la main, un morceau de tungstène donne une impression d'injustice. Ce petit cube métallique bien propre, qui devrait logiquement être léger, tire en réalité la paume vers le bas, comme s'il contenait quelques centaines de briques invisibles. Mais ce n'est que le commencement. Le véritable super-pouvoir du tungstène n'est même pas son poids, c'est son tempérament face aux températures extrêmes. La résistance thermique du tungstène est devenue légendaire. Température de fusion supérieure à 3400 degrés Celsius. Aucun compromis, aucun point faible. Il ne se contente pas de supporter des conditions infernales. Il s'y sent comme chez lui. Presque tous les autres métaux ramolliront au mieux, ou disparaîtront tout simplement sous l'effet de la chaleur, tandis que le tungstène reste là,
observant la scène avec une indifférence glaciale. C'est précisément pour cette raison qu'il est idéal pour les filaments de lampes. Oui, ces bonnes vieilles ampoules à incandescence. Car où d'autre trouver un matériau capable d'émettre une lumière blanche éclatante sans se transformer en bouillie jaunâtre? Sa dureté extraordinaire mérite qu'on s'y attarde. Le tungstène pur est plutôt fragile, mais dès qu'on l'associe au carbone, on obtient du carbure de tungstène, l'un des matériaux les plus durs sur Terre. Sur l'échelle de Mohs, il peut rivaliser avec le corindon. Et en termes d'application pratique, il est tout simplement hors compétition. C'est le carbure de tungstène qui constitue la base des couronnes de forage, des outils de coupe, des fraises et des forêts, capables de trancher le granit comme s'il s'agissait d'une simple biscotte. Lorsque vous voyez une vidéo où une foreuse pulvérise la roche plus rapidement qu'un couteau de cuisine ne tranche une carotte, sachez que c'est le tungstène à l'œuvre, sous une forme surpuissante et ultra résistante. Dans le domaine de la défense, les alliages de tungstène servent à fabriquer des projectiles sous-calibrés et des éléments perforants. Deux caractéristiques sont ici essentielles: une densité élevée et la capacité de conserver sa dureté sous des contraintes colossales. Lors d'un impact à plusieurs kilomètres par seconde, un métal ordinaire serait tout simplement écrasé, mais le tungstène reste acéré et redoutable. En ce sens, il est véritablement dur comme une balle, seulement 2 à 3 fois plus efficace. Mais l'usage militaire ne représente qu'une partie du tableau. Le tungstène se retrouve dans l'électronique, là où l'on a besoin de contacts capables de résister à des températures et à des charges extrêmes, dans les installations sous vide, dans l'industrie, partout où l'on exige des matériaux qui ne fondent ni ne s'oxydent à la chaleur. Les filaments des tubes cathodiques, les éléments chauffants des fours, les électrodes, partout où règne une chaleur intense, il y a de fortes chances de rencontrer du tungstène, ou du moins ses composés. Le métal lui-même se rencontre rarement dans la nature. Il ne traîne pas dans les gisements comme le fer, et n'apparaît pas à l'état pur comme l'or natif. Il faut l'extraire de minéraux, la wolframite et la scheelite. Le processus est complexe, comporte plusieurs étapes, exige une énergie considérable, mais c'est précisément ce qui explique pourquoi le tungstène coûte si cher, et pourquoi tous les pays ne peuvent pas simplement décider d'en lancer la production. Mais la demande est tellement énorme que l'industrie traverse patiemment et obstinément toute cette quête technologique. Le tungstène présente également un intérêt particulier. Il résiste remarquablement à la corrosion. Pluie, sel, acidité. Tout cela représente pour lui à peu près ce que représentent de légères éraflures pour un char d'assaut. Grâce à cette propriété, les alliages de tungstène servent là où d'autres métaux se dégradent, 3 à 6 fois plus rapidement. Et si l'on met de côté le jargon scientifique, on obtient une histoire très simple. C'est un métal qui ne craint ni le poids, ni la pression, ni les températures, ni les chocs, ni le temps. Si le fer est le fondement de la civilisation, l'aluminium, le symbole de la légèreté, et le titane, l'incarnation de la force alliée à la faiblesse du poids, alors le tungstène représente la limite extrême des possibilités métalliques. Densité, dureté, résistance à la chaleur et endurance, tout converge en un seul point, et tout est poussé au maximum. Ce qui est intéressant, c'est que les réserves de tungstène dans la croûte terrestre sont réparties assez largement. Sur chaque continent, à l'exception de l'Antarctique, des gisements ou des réserves prometteuses ont été découverts. Mais les barrières géopolitiques, économiques, écologiques et technologiques font que seule une petite partie de ces réserves est réellement exploitée. Même après la découverte d'un gisement, le chemin vers une extraction à part entière peut prendre des dizaines d'années. Il faut d'abord confirmer les réserves, mener des études géologiques, évaluer la teneur du minerai, la structure du gisement.
tout cela coûte cher. Ensuite, il faut élaborer un projet, trouver des investisseurs, construire les infrastructures, mines ou carrières, routes, installations de traitement. Sans investissements importants et sans demande stable, cela ne fonctionne pas. Tous les gisements ne présentent pas une concentration suffisante en tungstène, ou contiennent ce qu'on appelle un minerai subéconomique, c'est-à-dire un minerai dont la teneur en métal ou la complexité d'extraction rendent l'exploitation commerciale peu rentable. Dans de tels cas, même si la ressource est techniquement connue, les coûts économiques peuvent dépasser les profits potentiels. L'extraction de minerais de tungstène est souvent liée à l'exploitation minière de gisements complexes, skarnes, filons, gisements hydrothermaux et autres. Parfois, les minerais sont mélangés à d'autres éléments, ou se trouvent dans des conditions géologiques difficiles, des régions éloignées, ou nécessitent des technologies coûteuses de concentration et de traitement. De plus, les exigences environnementales, gestion des déchets, contrôle des émissions, circuits d'eau, ajoutent encore au coût. Si un pays ou un investisseur n'est pas prêt à supporter de telles dépenses, le développement est freiné ou ne démarre jamais. Les gisements se trouvent souvent dans des régions éloignées ou instables, où l'instabilité politique, l'absence d'infrastructures, la bureaucratie et les risques découragent les investisseurs. De plus, une partie des plus grandes zones d'extraction et de transformation est concentrée dans quelques pays, ce qui leur confère un avantage stratégique sur le reste du monde. En conséquence, même si d'autres pays possèdent des ressources, celles-ci peuvent être inaccessibles ou économiquement non rentables. Il arrive également fréquemment que d'anciennes mines ferment leurs portes, en raison de l'épuisement du minerai, des fluctuations des prix sur le marché, de l'augmentation des coûts d'extraction, ou encore des restrictions environnementales. La réactivation de telles mines nécessite souvent du temps, des investissements et de nouvelles technologies. Cela signifie que la situation du tungstène ne relève pas de réserves inépuisables, mais bien de gisements exploités de manière sélective, de décisions budgétaires, de viabilité commerciale et de géopolitique. C'est pourquoi le contrôle des mines en activité, leur modernisation, les technologies de transformation et la logistique revêtent souvent plus d'importance que la simple réserve brute de minerais. Chaque seconde dans le monde, plus de 2 tonnes de silicium métallique sont produites. Un matériau sans lequel n'existeraient ni les smartphones, ni les panneaux solaires, ni la métallurgie moderne. Mais le plus impressionnant est ailleurs. Tout cela commence avec du sable ordinaire. Imagine, du sable de quartz doux au toucher se transforme en métal, chauffé à 1500 degrés, qui coule comme de la lave. Comment cela se produit-il exactement ? Et quel est le secret principal de ce processus, dont on ne parle même pas dans les usines ? Regarde jusqu'à la fin, car l'étape finale révélera un fait qui changera pour toujours ta perception de l'industrie moderne. Le silicium métallique, ou silicium métallurgique comme on l'appelle aussi, n'est pas ce silicium cristallin semi-conducteur utilisé dans les puces informatiques. Car pour les ordinateurs, c'est le niveau suivant, beaucoup plus complexe de purification. Le silicium métallique est un produit intermédiaire, mais extrêmement important, qui sert de matière première pour de nombreux secteurs, des alliages d'aluminium aux panneaux solaires et à l'industrie des semi-conducteurs elle-même. Et le plus incroyable, sa matière première initiale est en fait du sable ordinaire. Plus précisément, du sable de quartz. Le quartz est un minéral composé de dioxyde de silicium. C'est l'un des minéraux les plus répandus sur Terre, qui entre dans la composition du sable, du granit,
de la quartzite. Pour la production de silicium, on utilise du quartz de haute pureté, extrait dans des carrières. La qualité du quartz est très importante pour le produit final. Il doit contenir un minimum d'impuretés. Après que le quartz de haute qualité, qui est la base du futur silicium, a été extrait des entrailles de la Terre dans les carrières, son chemin vers la transformation ne fait que commencer. D'abord, les gros blocs de quartz sont dirigés vers le broyage. Des concasseurs géants transforment avec un grondement puissant les morceaux massifs en fractions plus petites, plus faciles à traiter. Ensuite vient le processus de lavage. C'est d'une importance critique, car le quartz de carrière peut être contaminé par de l'argile, de la terre ou d'autres minéraux. L'eau sous haute pression élimine toutes les impuretés de surface, laissant des particules propres de quartz. Et enfin, le tri. À l'aide de tamis, avec différentes tailles de mailles et d'autres méthodes, le quartz broyé et lavé est séparé en fractions homogènes par taille. Cela permet d'assurer une vitesse optimale de réaction dans le four et de minimiser la quantité d'impuretés qui pourraient affecter la pureté du silicium métallique final. Chacune de ces étapes est un travail inlassable qui garantit la qualité de la matière première pour les processus métallurgiques suivants, encore plus complexes. Pour extraire le silicium de sa forme naturelle, c'est-à-dire du quartz, nous avons besoin d'un voleur d'oxygène, ou en termes scientifiques, d'un réducteur. Le candidat idéal pour ce rôle est le carbone. Pas n'importe quel carbone, mais des matériaux carbonés spécialement préparés, qui servent à la fois de combustible et d'agent chimique. Ce peut être du charbon de bois, connu pour sa pureté et sa capacité réactive, du coke de houille, qui assure une combustion stable et une haute température, du coke de pétrole, ou même des copeaux de bois, qui ajoutent la porosité nécessaire au mélange. Le point clé ici est la pureté de ces matériaux. Toute impureté, comme le fer ou le calcium, contenu dans le carbone, peut migrer vers le silicium fini et détériorer sa qualité. Le principe de la réaction est assez simple, mais puissant. À des températures extrêmement élevées, atteintes dans le four à arc, le carbone devient plus avide d'oxygène que le silicium. Il arrache littéralement les atomes d'oxygène du silicium dans le dioxyde de silicium, formant du monoxyde de carbone gazeux ou du dioxyde de carbone, qui sont ensuite évacués du four. Cet échange chimique de partenaires permet de libérer du silicium métallique pur, qui est collecté à l'état fondu. C'est la base de toute la technologie, utiliser les propriétés chimiques fondamentales pour transformer un matériau en un autre. Le processus principal de fonte du silicium métallique se produit dans d'énormes fours à arc, où sous l'action d'un arc électrique puissant sont générées des températures dépassant 2000 degrés Celsius. C'est ici que se produit la transformation du sable en métal. Le cœur de cette opération est le chargement continu du four. Ce n'est pas un remplissage unique, mais un flux continu de matières premières qui maintient la stabilité du processus. Dans le four est chargé un mélange préalablement préparé de quartz et de réducteurs carbonés. Comme nous le savons déjà, le quartz est du dioxyde de silicium purifié et le réducteur carboné peut être du charbon de bois, du coke de houille, du coke de pétrole ou même des copeaux de bois. Ce mélange n'est pas aléatoire. Chaque composant joue son rôle. Le quartz est la source de silicium, le carbone est son libérateur. Et parfois, on ajoute aussi des fondants spéciaux pour améliorer le processus. L'aspect le plus important de ce chargement est le contrôle strict des proportions. Trop de carbone, et il peut rester dans le silicium fini comme une impureté indésirable. Trop peu de carbone, et tout le silicium ne sera pas réduit de l'oxyde, diminuant l'efficacité et augmentant les pertes.
Les métallurgistes et les systèmes informatiques surveillent constamment la composition chimique du mélange et ajustent l'alimentation des matériaux pour assurer la stoichiométrie optimale de la réaction. Cela signifie que la quantité de chaque élément doit être parfaitement équilibrée pour le déroulement le plus complet et efficace de la réaction chimique de réduction. C'est précisément dans cette atmosphère chaude et turbulente, sous l'influence de la température colossale de l'arc électrique, que le carbone commence son travail. Il interagit activement avec le quartz, prenant l'oxygène et laissant du silicium pur et fondu. Lorsque le processus de réduction du quartz par le carbone est terminé avec succès et qu'au fond du four à arc s'est accumulée une quantité suffisante de silicium métallique fondu, arrive l'un des moments les plus spectaculaires de la production, la coulée du métal. Ce n'est pas simplement ouvrir un robinet, c'est une opération contrôlée qui exige maîtrise et précaution. Par des trous de coulée spéciaux, des ouvertures dans la partie inférieure du four, le silicium fondu commence à s'écouler. C'est un spectacle incroyable. Un liquide orange vif, presque blanc aveuglant, chauffé à rouge, et souvent jusqu'à l'incandescence blanche, s'écoule en un flux puissant. La température de ce liquide en fusion atteint presque 1500 degrés Celsius. L'air autour du trou de coulée tremble de chaleur. Des étincelles volent, créant un véritable éclat féerique qui rappelle l'éruption d'un volcan miniature. Les métallurgistes, protégés par des combinaisons spéciales et des lunettes, contrôlent soigneusement le processus, dirigeant le flux dans la bonne direction. Après la coulée, le silicium fondu est dirigé vers le refroidissement. Il est versé dans de grands moules métalliques appelés lingotières ou sur des convoyeurs de refroidissement spéciaux. Ces moules peuvent être stationnaires ou mobiles, permettant de former d'énormes lingots ou plaques. Pendant le refroidissement, qui peut durer de plusieurs heures à une journée, le métal liquide se solidifie progressivement, se transformant en un bloc monolithique de silicium métallique gris. Ce n'est pas un processus instantané. Le refroidissement lent permet à la structure cristalline de se former.